de Henri de Toulouse-Lautrec est associé au lieu de plaisir de Montmartre au tournant du XXe siècle. Qui se souviendrait encore aujourd'hui de la Goulue, de Jeanne Avril ou de Valentin le Désossé, si ce petit peintre, petit par la taille, ne les avait immortalisés? Bien plus qu'un chroniqueur de la fin du XIXe siècle, Lautrec est un artiste complexe, qui tout en voulant s'inscrire dans la vie artistique de son temps, n'a pas hésité à se frotter à des arts taxés de mineurs, comme l'affiche, pour élargir la panoplie de ses talents. Plus qu'aucun autre en son temps, il a réussi à étroitement mêler sa vie et son œuvre. Aussi à l'aise dans les milieux huppés que parmi les gens les plus modestes, il nous a laissé une œuvre considérable où se mêlent portraits de bourgeois au plaisir raffiné, vedettes de café-concert, animaux en tout genre et jeunes femmes usées par le plus vieux métier du monde. Cet éclectisme relève d'une urgence de croquer le monde qui l'entourait. C'est à Albi que naît en 1864 Henri Monfat de Toulouse-Lautrec, dans une famille royaliste, l'une des plus vieilles de la noblesse française, où l'austérité se mêle à la fantaisie. Son père, le comte Alphonse de Toulouse-Lautrec, est un personnage excentrique. Brillant officier de cavalerie, fantasque, il a séduit Adèle Tapier de Céléran, sa cousine germaine, une jeune femme sérieuse et pieuse. Ses premières années, il les passe au Bosc, le château familial imposant et austère de l'Aveyron. Impossible d'échapper au poids de la lignée quand sur tous les murs, les ancêtres vous surveillent. Alors que son père court la campagne à cheval, s'occupe de ses faucons et de chasse à courre, le petit Henri, surnommé Petit Bijou, tant il est gracieux, enchante par sa bonne humeur et son espièglerie les femmes de la famille. Après les jeux en plein air, bout en train, il imagine avec ses cousins des spectacles de guignols. Le soir, alors que sur les tapisseries se déploient des animaux tirés des fables d'Ésope, la famille s'adonne au dessin. Ses grands-mères, son père et ses oncles entraînent les enfants. Henri dessine beaucoup, notamment des chevaux, encouragés par ses aînés. Ses livres de latin, ses cahiers d'écolier se couvrent d'animaux et de personnages griffonnés dans les marges. Son trait est rapide. Il cherche à saisir des situations sur le vif, à accentuer des postures, proches de la caricature. Même s'il est très doué pour le dessin, il suit sa destinée de jeune aristocrate, entre future gestion du domaine familial et plaisir qu'exige son rang. Mais la vie en décide autrement. À la suite de 2 accidents survenus à l'âge de 13 et 14 ans, il a les 2 fémurs brisés. Est-ce dû à une maladie des os ou à l'union consanguine de ses parents? Qu'importe. Il ne pourra plus désormais suivre la voie de son rang. Et malgré tous les traitements qu'on lui inflige, les cures et les séjours au bord de la mer, ses jambes ne grandiront plus. Il ne dépassera pas 1,52 m et sera obligé de marcher avec une canne. Pendant ses convalescences, souvent immobilisé, il lit. Mais surtout, il dessine. Mon menu n'est pas très varié. Il n'y a à choisir qu'entre chevaux et matelots.
les premiers se réussissent mieux. À force d'obstination et d'observation, ces aquarelles marines sont de plus en plus précises et montrent avec une économie de moyens un sens aigu de l'espace. Il se met en scène lors de voyages familiaux et se moque de son physique disgracieux dans les lettres qu'il envoie à ses tantes. Regardez cette tournure dépourvue d'élégance, ce gros derrière, ce nez en pomme de terre. Ce qu'il ne souligne pas, modestement, c'est le brio de ses coups de crayon. Ce qui n'était qu'un passe-temps devient alors sa raison de vivre. Quand mon crayon marche, il faut le laisser aller, sinon patatras. En 1879, il s'essaie à la peinture. Il utilise son pinceau avec la même rapidité qu'avec son crayon. Si la matière est épaisse, parfois pâteuse, il montre une certaine aisance à peindre les chevaux et leurs cavaliers. Il cherche à rendre le mouvement avec des effets de flou. Alors qu'il n'a que 16 ans, il se pose en peintre avec cet autoportrait devant un miroir. Dire que si j'avais eu les jambes un peu plus longues, je n'aurais jamais fait de peinture. Ses parents acceptent de l'envoyer à Paris pour se perfectionner auprès d'un ami de la famille, le peintre animalier René Princeteau, qui fréquente depuis longtemps avec Henri et son père les champs de course. Les hippodromes sont alors un lieu de loisirs de la haute société où les femmes viennent montrer leurs toilettes et les hommes partager leur passion du cheval et de la vitesse. En bon peintre équestre, Princeteau prend plaisir à rendre au plus juste les mouvements. Et Henri observe les attitudes des jockeys et de leur monture. Toute sa vie, il continuera à dessiner et peindre des chevaux. Ce n'est pourtant pas grâce à ses talents de peintre animalier qu'il va passer à la postérité. Heureusement pour lui, en 1882, Princeteau, convaincu de l'acuité de son regard, estime préférable de lui trouver un maître plus prestigieux. Princeteau m'a mené chez Léon Bonnat. J'avais apporté 2 ou 3 croûtes. Le maître a dévisagé l'auteur de l'ouvrage et m'a dit « Est-ce vous qui avez dessiné ?»« Je ne suis pas venu à Paris pour autre chose, ai-je répondu. Il a repris « Oui, il y a quelque chose comme couleur en vous. Mais il faudrait dessiner. Dessiner. » Et pendant les quelques mois qu'il passe dans l'atelier de Bonnat, Henri se plie au dessin d'après modèle. S'il s'applique dans ses académies, il ne peut s'empêcher de laisser courir son crayon dans les marges. L'été venu, quand il retourne dans le sud, il se concentre sur des portraits en plein air. Celui de sa mère, comme ceux d'ouvriers agricoles qui s'occupent du domaine familial de Céléran. Son dessin est plus réaliste.
sa touche s'est adoucie. Quand il rentre à Paris, Léon Bonnat ferme son atelier. Le nouveau maître de Lautrec sera Fernand Cormon. Celui-ci accueille dans son atelier des jeunes peintres qui s'engageront dans la modernité, tels Émile Bernard, François Gauzy ou Vincent van Gogh, dont l'engagement en peinture et la personnalité entière fascinent Lautrec. Autant Van Gogh est sombre, autant Lautrec est gai, spirituel et brillant. Pendant 5 ans, de 1883 à 1888, Lautrec fréquente et anime de son esprit l'atelier Cormon. S'il amuse la galerie, il se plie aussi aux exercices imposés par l'atelier. Des sujets mythologiques, des copies d'après moulages anciens. Mais c'est avec cette étude de nu qu'il trouve ce qui va le toucher. Les bas qu'il demande à son modèle professionnel de garder, le visage penché dans une attitude pensive, renvoient moins à une pose d'atelier qu'à une femme du peuple, au repos ou dans son intimité. Cette représentation naturaliste annonce tout ce qui va singulariser Lautrec. En 1884, l'été de ses 20 ans, alors que ses parents vivent désormais séparés, sa mère s'installe dans le domaine qu'elle vient d'acheter à Malromé, dans le vignoble bordelais. Lautrec, lui, goûte à la liberté totale en restant à Paris et s'installe chez des amis à Montmartre. « Ma chère maman, je continue ma vie. Atelier le matin, après-midi plein air et le soir, le bar où je termine ma petite affaire. J'ai vu papa de loin en loin. Quel drôle de bonhomme. Je coupe court car j'allais commencer une sortie. » Un jour, il croise une jeune blanchisseuse dont la chevelure cuivrée le fait se retourner. Séduit par ses attitudes naturelles qu'il ne trouve pas avec les modèles professionnels, il réalise une dizaine de portraits de Carmen Godin. Il cherche le bon point de vue pour rendre son authenticité farouche. Et joue de l'éclat de sa chevelure rousse qui contraste avec une tenue noire. Avec ses camarades de l'atelier Cormon, Lautrec va souvent admirer les artistes impressionnistes. Ils s'appellent Manet, Degas, Renoir. Ces artistes ne peignent pas des œuvres de salon, mais ils peignent la vie. Lautrec va suivre leur exemple et peindre où il vit et vivre avec ceux qu'il peint. C'est boulevard Rochechouart, dans le cabaret d'un chanteur et compositeur à ses débuts, Aristide Bruand, qu'il va commencer à mettre son programme à l'œuvre. À Saint-Lazare, chanté par Aristide Bruand. Séduit par le mélange de sincérité et de roublardise de Bruand, Lautrec dessine des illustrations à partir de ses chansons. Ravi, le chanteur les publie dans le Mirliton, la revue qu'il imprime régulièrement. Hier, je ne sais pas ce qui m'a pris à la visite. C'est des maladies qui se voient pas quand ça se déclare. N'empêche qu'aujourd'hui je suis dans le sang à Saint-Lazare. Il loue bientôt un atelier à mi-hauteur de la butte Montmartre, rue Tourlac. Il y fait venir des femmes croisées dans la rue, des voisines. Au modèle professionnel, il préfère l'expression de vérité des femmes simples qu'il côtoie. Il réalise plusieurs portraits dont le seul décor est son atelier, comme autant d'instantanés de la vie d'un peintre. De portrait en portrait, on reconnaît les mêmes accessoires.
la table ronde, le fauteuil en rotin. Son atelier est aussi un lieu de passage, ouvert à ses amis. Il leur demande de poser dans un coin, debout. Son ami François Gauzy, peintre chez Cormon, et qui à l'occasion prend quelques photographies. Paul Sescaut, photographe professionnel qui vient d'ouvrir une officine place Pigalle. Gaston Bonnefoy, qui semble prêt à aller sur les boulevards plutôt que de pratiquer la médecine. Le sculpteur-graveur Henri Nock, venu chercher son ami pour passer une agréable soirée. Georges-Henri Manuel, qui attend sans doute que le peintre vienne lui préparer un de ses fameux repas méridionaux. Le docteur Henri Bourges, chez qui Lautrec habite jusqu'en 1891. Son cousin Louis Pascal. Le temps d'un cigare, ils repartent. Bien souvent, Lautrec les suit et profite des lieux de plaisir qu'offre son quartier. Dans son enfance, Henri avait déjà admiré les chevaux et les animaux du cirque Fernando. Il y retourne pour observer les corps en mouvement dans leurs performances. Sa première grande toile, l'écuyère du cirque Fernando, surprend, tant par sa composition que par le choix des couleurs complémentaires, le rouge et le vert. Une diagonale divise l'espace en deux. D'un côté le public, composé de bourgeois venus se divertir, de l'autre, la piste. Entraîné par le fouet du dresseur, le cheval s'élance. Assise sur son dos, l'écuyère se prépare à sauter dans le cerceau que lui présente un clown dont on ne voit que les pieds. Ce cadrage tronqué porte toute l'attention sur le premier plan. La posture dominatrice du maître de la piste. L'attitude volontaire du cheval au galop, la légèreté de la voltigeuse, un brin effronté. Sa composition audacieuse s'inspire directement des estampes japonaises. Même jeu sur le hors-champ, même construction en oblique, même jeu de couleurs minimalistes, même importance donnée au vide. Ce jeu de référence n'a rien d'étonnant. Comme nombre de peintres avant lui et autour de lui, Toulouse-Lautrec est fasciné par l'Extrême-Orient. Il rêve même de voyage au Japon et se met à collectionner toutes sortes d'objets et d'estampes. Il possède un album de dessins de Hokusai. L'exploration de chaque geste de la vie quotidienne, la simplification d'une attitude, l'exagération d'une expression, se retrouve chez Lautrec, en quête d'instantané. Lui qui représente si fièrement son père en samouraï, sait qu'il n'a pourtant pas besoin d'aller chercher si loin des influences, et que son quartier abrite l'atelier d'un de ses brillants prédécesseurs, Edgar Degas. Degas a déjà célébré le cirque Fernando avec Miss Lala. Lautrec lui aussi peint des trapézistes, suspendus, au repos, ou en train de remettre leur tenue, comme Degas l'avait fait avec ses danseuses. Il va le voir dans son atelier. Degas m'a encouragé en me disant que mon travail de cet été n'est pas trop mal. Je voudrais bien le croire. Alors qu'il doute, un premier signe de reconnaissance lui vient de Belgique. Le Salon des Vins.
rassemblant des artistes de l'avant-garde, l'invite en 1888 à exposer son écuyère. Revenu à Paris, il profite du jardin que lui prête un ami photographe pour s'essayer encore une fois au plein air. Là où les impressionnistes traquaient les jeux d'ombre et de lumière, Lautrec tente d'atteindre la personnalité profonde de ses modèles. D'un trait rapide et incisif, qui saisit une posture, un mouvement, il définit la psychologie d'un personnage. Des filles qui posent devant son chevalet, on ne connaît souvent que le prénom. Berthe la sourde, Justine Dieul, Gabrielle la danseuse, main sur la hanche, Casque d'or, la prostituée faisant le trottoir, l'élégante Honorine Platzer. Aucune différence dans le traitement pictural entre ces femmes. Il utilise la technique brillante et rapide de la peinture à l'huile sur carton, diluée avec de l'essence de térébenthine. Plus légère et plus fluide que la peinture à l'huile pure, elle permet la rapidité qu'exige son dessin. Les contours sont visibles, les ombres sont hachurées, les textures des tissus crayonnées. Le carton lui sert de fond coloré. Il l'utilise pour des éléments de décor. Un transat, une palissade, le tissu d'une robe. Il n'a plus qu'à ajouter quelques rayures, les veines du bois, les rubans satinés. Le soir, il retrouve ses amis dans les cabarets. Le chahut et le French cancan, les dernières danses à la mode, font fureur. La Goulue et Valentin le Désossé sont les vedettes du moment. À grands gestes souples et nerveux, il saisit leur silhouette dans leurs mouvements fugitifs. En 1889, il réalise une grande toile, au bal du Moulin de la Galette. Son pinceau court comme un crayon rapide, fluide, dans une grande liberté picturale. Son dessin est apparent, il utilise peu de couleurs et joue avec le fond brun de la toile pour le décor. Il se place ainsi du côté de la modernité et expose son tableau au Salon des Indépendants, sans grand succès encore. Il persiste néanmoins dans cette voie. Et l'année suivante, il signe une nouvelle grande toile au Moulin Rouge. Petit signe de reconnaissance, le tableau est fièrement exposé à l'entrée du cabaret. Avec ses grandes toiles, Lautrec a trouvé son style et un sujet majeur pour sa peinture. À la même époque, Lautrec rencontre Thaddée Nathanson, qui vient de fonder avec son frère Alexandre une nouvelle revue, la Revue Blanche, qui entend rendre compte de sujets populaires par des artistes d'avant-garde. Le jeune peintre y fait la connaissance de Pierre Bonnard, qui vient de réaliser une grande affiche publicitaire pour du champagne qui l'enthousiasme. Il découvre alors un nouveau moyen d'expression par lequel il va briller. Il participe au concours d'affiches organisé pour le Moulin Rouge en 1891. Il présente une esquisse dans laquelle il reprend la composition de son grand tableau et éclate alors son sens de la composition.
son talent d'observateur à l'affût du mouvement et la fulgurance de son dessin. Il remporte la commande devant Pierre Bonnard. Du jour au lendemain, le nom du Moulin Rouge est célèbre, ainsi que celui de Toulouse-Lautrec. Mon affiche remporte un triomphe sur les murs, malgré quelques erreurs de l'imprimeur, écrit-il fièrement à sa mère. Le style de son affiche rompt avec celui de la précédente. Plutôt que de figurer la cocasse parade de jeunes femmes à dos d'âne, Lautrec met en avant les deux danseurs vedettes. L'éclat du jupon blanc attire immédiatement le regard et laisse voir dans un second temps les jambes rouges de la Goulue, symbole des dernières danses à la mode. Les globes jaunes qui encadrent la danseuse mettent l'accent sur la modernité de l'éclairage électrique. À l'avant-plan, Valentin le Désossé est réduit à une grande silhouette grise animée par un traitement presque caricatural, avec ses mains disproportionnées. Les silhouettes noires, au fond, malgré un principe d'ombre chinoise, personnifient le public très divers, mêlant hommes d'affaires, femmes élégantes et petits employés venus s'encanailler. L'usage de la typographie aussi est surprenant. S'il laisse de l'espace en haut de sa composition pour répéter le nom du cabaret et mettre celui de la danseuse, il n'hésite pas à en couvrir son dessin. Le succès est tel que Lautrec décide d'exposer son affiche dans des salons de peinture, l'élevant ainsi au rang d'œuvre d'art. Il partage désormais son temps de création entre peinture, lithographie et affiche. Il réalise évidemment celle de son ami Aristide Bruand. À la Bastille, on aime bien Nini Pochia. Dans le grand aplat noir de sa silhouette, il met l'accent sur son grand chapeau noir et sur son écharpe rouge. Nini Pochia, à la Bastille. Si ses premières affiches rencontrent le succès, son culot et son regard sans concession ne seront pas du goût de tous. Et notamment pas de celui d'Yvette Guilbert, la célèbre chanteuse à l'allure légèrement distante et hautaine, qui ne correspond en rien aux vedettes de l'époque. Il esquisse sa silhouette et met l'accent sur son jeu de scène, qu'il incarne avec l'accessoire le plus marquant de son costume, ses gants noirs, dans une gestuelle pleine de vie. Mais ce qui frappe plus encore, c'est son visage, qu'il fixe dans une moue légèrement canaille. Mais pour l'amour du ciel, ne me faites pas si atrocement laide, un peu moins. Elle refuse l'affiche qu'elle trouve trop proche de la caricature, mais elle a l'intelligence de ne pas se brouiller avec celui qu'elle nommait « Petit monstre ». Elle le laisse donc réaliser 2 albums de lithographie. Madame Arthur, par Yvette Guilbert. Madame Arthur est une femme qui fit parler d'elle longtemps, sans journaux, sans rien, sans réclame. Elle eut une foule d'amour. Dans une dernière lithographie qu'il rehausse de couleurs, il la montre saluant son public. Son dessin acerbe ne cherche toujours pas à l'embellir. Elle avait un je ne sais quoi. À moins que le rouge de ses lèvres et ses sourcils relevés ne soit une référence subtile aux grimaces des acteurs de kabuki. Ce que pourrait confirmer sa signature en forme de cercle, caractéristique de l'esthétique japonaise. Toutes les artistes n'ont pas la clairvoyance d'Yvette Guilbert. Une danseuse américaine engagée aux Folies Bergères, Loie Fuller, suscite l'admiration de tous les publics avec ses immenses voiles colorées par des lumières changeantes qui la transforment en un tourbillon papillonnant. Quand Lautrec lui propose une affichette sur laquelle elle disparaît dans ses grands pans de tissu, en un mouvement d'élévation, la danseuse refuse tout net sa proposition.
Mais enthousiasmé par son projet et par le défi qu'il se donnait de rendre les couleurs des voiles de celle que le tout Paris nomme la Fée Lumière, il en fera tout de même une douzaine de tirages différents avec une technique exceptionnelle. Chaque impression nécessite 5 pierres. Celles de la robe permettent des variations chromatiques. Il ajoute même de la poudre d'or. Malgré les incompréhensions de certaines vedettes, il continue de proposer ses services. Chaque affiche est l'occasion d'expérimentations graphiques. Et notamment celle pour l'une de ses égéries, Jeanne Avril, qui apprécie réellement son travail. Il la représente ondulante, dans une robe serpentine. Élégante spectatrice au divan japonais, ou encore entourée de musique lorsqu'elle danse le cancan. Et lors de la grande parade annuelle du Moulin Rouge, qui se déguise dans son long manteau et sous son chapeau? Henri, qui affiche effrontément son amitié avec la belle Jeanne. Il s'y fait souvent accompagner par l'un de ses cousins, le grand Gabriel Tapier de Céléran, et joue à épater les gens par le contraste de leurs silhouettes. Il ne peut danser, boit beaucoup, et porte son regard sur des aspects moins reluisants de ces lieux de plaisir. Dans ses toiles, il montre des jeunes femmes attablées devant un verre en attendant qu'un homme les invite à les suivre. Il s'attarde sur la trivialité des gestes accomplis, ou sur l'attitude pensive de la clownesse Chahukao, déambulant le regard vague dans la grande salle de bal. Il montre aussi la Goulue, fatiguée, au bras de sa sœur. Ou encore Jeanne Avril, dansant d'un air désabusé. Puis, loin des projecteurs, la même expression sur le visage, entrant ou sortant d'un pas traînant du Moulin Rouge. De temps à autre, pendant quelques jours, Lautrec s'éclipse. Il abandonne son atelier, descend de la butte Montmartre pour aller séjourner près du Palais Royal, dans des maisons closes. Il s'amuse alors à donner son adresse et se réjouit de la mine choquée de ses interlocuteurs, le marchand de tableaux Paul Durand-Ruel ou encore Yvette Guilbert, qui fait pourtant recette avec ses chansons gaillardes. C'est peu dire que Lautrec s'amusait des codes. À l'époque, la prostitution est moralement condamnable, mais les bordels sont de véritables institutions, et la gente masculine les fréquente assidûment et ouvertement. Les artistes comme les autres. Ils observent, regardent, prennent des notes mentalement. C'est le cas de Degas, qui y voit un répertoire de poses incroyables. Ou de Louis Forain, qui met l'accent sur la relation entre le client bourgeois, bon père de famille, et les filles, objets de marchandises. Destinées à rester dans le secret de l'atelier ou à la presse satirique, ces œuvres sont réalisées a posteriori. Lautrec, lui, travaille in situ.
pour s'approcher au plus près de la vérité de ces nouveaux modèles. Il sait se faire accepter des filles de joie, que tous fréquentent, mais que personne ne considère, prisonnières de leurs conditions à l'écart de la société. Alors que la société a mis en place un système pour les enfermer, les surveiller, les contrôler, Lautrec mange, boit, dort avec elles. Il observe les filles dans leur quotidien, en train de manger, de bavasser, de se coiffer, de se laver. Avec ses pinceaux, il leur donne une identité, leur rend leur part d'humanité. De tableau en tableau, on reconnaît certaines pensionnaires. Aucun artiste n'a comme lui réussi à peindre aussi ouvertement et aussi justement la vie de ces femmes. Quand il se fait le témoin de la tendresse qui lie certaines pensionnaires, c'est avec retenue et une grande pudeur. Cette femme au corps fatigué, lourd, il la saisit aussi, attendant, résigné, l'examen médical obligatoire. Si elle n'a pas la syphilis, elle pourra continuer son activité tarifée. Dans le cas contraire, elle devra se faire soigner à la prison de femmes de Saint-Lazare. La patronne de la Fleur Blanche, une maison de la rue des Moulins, lui demande de décorer son salon. Il en reste peu de traces, mais il est touchant de voir comme il s'applique à magnifier les filles que son regard juste a également saisi dans leur déchéance corporelle et morale. Il s'attarde également dans le salon, où les filles passent de longues heures à attendre. Au terme de centaines d'études, il réalise une très grande œuvre. Au salon de la rue des Moulins. Il en fait d'abord une esquisse au pastel. La figure du premier plan est à l'échelle du spectateur et attire celui-ci dans le salon confiné, avec ses confortables sofas écarlates et ses moulures surchargées. Toulouse-Lautrec présente ce groupe de femmes vraies et vivantes. Il suggère à peine les comportements qui vont de l'embarras à l'indolence, de l'ennui à la fatigue. Avec ses lignes sobres, ses vastes plages de couleurs et sa mise en évidence du dessin et de la technique picturale, il s'inscrit dans les pratiques de l'avant-garde, tout en apportant une touche de mélancolie et d'humanité. Ce tableau, comme les autres, Lautrec le montre pour la première fois en 1896 lors d'une exposition personnelle dans la galerie de son ami d'enfance, Maurice Joyant. Mais conscient de la modernité de son sujet et du caractère licencieux, il décide de les exposer dans une salle à part. La même année, il réalise une série de 11 lithographies intitulées « Elle ». Il y montre autant ses recherches formelles que la description naturaliste des heures de la journée d'une fille de maison.
Mais il est sans doute trop tôt pour ce genre de sujet, et face à l'échec complet de sa publication, il rachète le stock. Sa vie parisienne, pleine d'excès, est contrebalancée par d'autres escapades. Il passe tous les étés par le bassin d'Arcachon avant de retrouver sa mère. « Ma chère maman, je vais arriver à Malromé vendredi ou samedi matin. Je vous verrai avec plaisir et nous causerons sérieusement. » Il rend aussi parfois visite à ses amis de la Revue Blanche. Thaddée Nathanson et sa femme Missia reçoivent dans leur maison de campagne des amis, peintres ou écrivains, qui collaborent à leur publication. Fin cuisinier, Lautrec est souvent au fourneau, sous le regard attentif du peintre Édouard Vuillard. Rien ne lui plaît tant que de discuter peinture ou littérature autour d'un bon gigot qu'il a laissé cuire pendant 7 heures, arrosé d'un grand cru. Après une petite sieste, les après-midi sont consacrés aux jeux en plein air ou à la musique. Lautrec est fasciné par Missia, qui joue merveilleusement au piano, notamment du Debussy. Il n'est pas le seul. Édouard Vuillard, Félix Vallotton l'observe également avec ravissement. Avec le couple Nathanson, il part de temps à autre en Normandie. Tous les trois adorent la mer, et Lautrec nage merveilleusement bien. C'est peut-être le seul élément dans lequel il se déplace avec agilité. Et quand Thaddée lui commande une affiche publicitaire pour la revue, c'est tout naturellement qu'il choisit Missia pour incarner la modernité. Il la montre élégante, élancée, en mouvement, en train de patiner, son manchon de fourrure à la main. La pratique du sport est alors à la mode. Si Lautrec ne peut en pratiquer, il suit sur les vélodromes l'humoriste Tristan Bernard, ce jeune écrivain passionné de vélo qui tient la chronique sportive de la Revue Blanche. Il se lie d'amitié et Lautrec illustre aussi le supplément humoristique de Bernard, Nib. Il y réalise des dessins vifs, caricaturaux sur le monde du spectacle. Ces dessins viennent s'ajouter à ceux qu'il a déjà réalisés pour d'autres revues. Chaque fois, il y montre ses recherches du moment, ses goûts et ses thèmes favoris. Témoin des accélérations de la fin du siècle, Lautrec vit au rythme de son temps, intensément. Trop intensément depuis une dizaine d'années. D'autant que sa santé fragile s'accommode mal de son tempérament fougueux. Un critique qui le connaît bien résume son rapport à la vie ainsi. Il est de ceux qui veulent vivre beaucoup à la fois pour en finir plus tôt et dont on ne voit pas la vieillesse. Sa fréquentation assidue des bars et des cabarets l'a poussé petit à petit vers l'alcool. Il avait pris l'habitude de boire et avait même inventé un cocktail baptisé « Tremblement de terre », mélange d'absinthe et de cognac. À l'instar de Manet ou de Degas, il avait même fait de la boisson un sujet de peinture, faisant poser son amie Suzanne Valadon, abrutie par l'alcool. Ou encore son ami Maurice Guibert,
négociant en vin de Champagne, l'œil hagard. Il s'était même représenté en pilier de bar aux côtés de Valentin le Désossé. Sa consommation d'alcool commence sérieusement à l'affaiblir. Pour l'éloigner des bars, ses amis l'encouragent à illustrer des livres, des programmes de théâtre. Lui qui toute son enfance a vécu avec des chevaux, des chiens, des poules et des lapins, renoue alors avec son amour des animaux pour illustrer les histoires naturelles de Jules Renard. Mais rien n'y fait. Et malgré toutes les tentatives de diversion, l'alcool, petit à petit, a ravagé le peintre. Et en 1899, suite à une crise de délirium très mince, il est interné dans une clinique à Neuilly. Afin de prouver à ses médecins qu'il a recouvré toutes ses capacités mentales, il prend ses crayons de couleur et dessine des scènes de cirque, comme à ses débuts. Mais cette fois, les gradins sont vides. Seuls comptent les exploits des acrobates. Qui valent pour eux-mêmes et non pour l'attraction du public. Lautrec vise dans ses dessins, comme il l'a toujours fait avec ses danseuses, chanteuses, actrices, filles de joie, à exalter l'humanité de ses sujets, à en faire des héros, sorte de métaphore du parcours de l'artiste qu'il est. Quand il sort quelques mois plus tard, il ne sera plus jamais seul. Un ami de ses parents, le Bordelais Paul Viot, veille sur lui et l'accompagne jour et nuit. Ils partent en voyage en Normandie. Mais au lieu de s'y reposer, Lautrec préfère fréquenter le Star, un café-concert où se pressent les matelots du Havre. Sa chanteuse vedette, une Anglaise à la chevelure blonde et à la poitrine opulente, lui inspire un portrait lumineux. De retour à Paris, il continue à peindre ce qu'il a toujours aimé. Madame Poupoule, une fille de maison. Ou encore une jeune modiste. Il les montre les yeux baissés, dans une douce intériorité. Comme il a peint sa mère 15 ans plus tôt, résigné devant la voie qu'avait choisie son fils. Sa santé se détériore et son humeur s'altère. Ses amis l'éloignent de Paris, l'emmènent à la mer qu'il aime tant. Il y peint l'un de ses derniers portraits. Maurice Joyant, bien planté dans sa barque et chassant des oiseaux. Quand il revient à Paris fin avril 1901, il est fatigué et se sait condamné. Il met de l'ordre dans son atelier et peint une dernière toile qui montre un événement banal, une soutenance de doctorat de médecine. Ses couleurs n'ont jamais été aussi sombres. Et son dessin est plus expressionniste que jamais.
Quand il part de Paris pour l'été, personne ne se fait d'illusions. Après une nouvelle crise, Viaud le ramène à Malromé chez sa mère. Il désire mourir près d'elle. Il s'éteint le 9 septembre 1901. Il était dans sa 37e année. De son vivant, rares sont ceux qui ont compris son art et son parcours. En un peu plus de 10 ans, il nous a laissé sa vision pénétrante, sans complaisance, du Paris de la Belle Époque, qui au fil du temps est devenu la nôtre. Lui qui n'a jamais adhéré à aucun mouvement artistique, a contribué à renouveler l'art du portrait, où selon son expression, il a toujours visé à faire vrai et non idéal. Il faudra attendre le milieu du XXe siècle pour saisir à travers ses 700 peintures, 300 lithographies et plus de 5000 dessins qu'il aura fait de sa vie son art. Comme Van Gogh ou Gauguin, ses autres précurseurs de l'art moderne.